vous avez eu à connaître d'affaires importantes, vous êtes considéré comme une spécialiste un peu de ces problèmes essentiels de la révision des décisions pénales. Je crois qu'en particulier dans l'affaire Haddad, vous êtes intervenu. Nous nous présentons à vous. Nous sommes deux députés désignés par la Commission des lois. Moi-même en représentant de la majorité, Georges Fenech en représentant de l'opposition. Nous avons voulu donc qu'il y ait sur ce problème essentiel pour notre démocratie une double vision. Voilà, nous faisons nos travaux dans une grande complémentarité de vues. L'un est avocat, l'autre est magistrat. Donc, vous aurez deux sensibilités un peu différentes, forcément, mais assez proches l'une de l'autre. Pourquoi est-ce que nous avons jugé utile de faire une telle commission? Parce que nous estimons que, tout d'abord, un équilibre évident doit intervenir dans un état de droit entre l'autorité de la chose jugée et le fait qu'il est insupportable que des innocents puissent être privés de liberté. Premier élément. Deuxième élément, vous le savez mieux que quiconque, seules 8 affaires depuis 1945 ont fait l'objet d'une révision sur le plan criminel, environ 39 sur le plan correctionnel. On a un peu le sentiment qu'une affaire tous les 10 ans, à partir de ce moment-là, conforte plutôt la notion d'infaillibilité de la justice que la notion de doute. Deuxième élément, à partir de ce moment-là, quelles sont les modifications législatives qui peuvent intervenir? Les rapports de la Cour de cassation nous en proposent chaque année et nous interpellent en tant que législateurs, nous disant mais modifier, c'est la Cour de cassation qui le dit, sur tout un certain nombre de problèmes qui sont essentiellement sur des problèmes de technique, à savoir les notes d'audience, la motivation des arrêts, les auditions et enregistrements sonores pour la conservation des preuves. Premier élément. Deuxième élément, mon collègue Georges Fenech a produit une proposition de loi en 2007 tournée sur beaucoup de choses, mais il posait le problème du doute. Puisque depuis 1989, il faut soit un fait nouveau, soit un élément inconnu. Y a-t-il une différence entre les deux? Question essentielle. Deuxième chose, ce doute, quel est-il? Puisqu'il y avait auparavant le doute sérieux. Auparavant, on exigeait, pour qu'il y ait une révision, que l'on puisse dire qui était le véritable coupable. Les choses ont évolué dans les textes, peut-être pas forcément dans les mentalités. Donc ce problème de doute, on aimerait le connaître de votre part, et puis vous laissez toute possibilité de nous faire des suggestions. Je tiens à vous dire que tout est enregistré, publié, public. Voilà, c'est que les choses soient claires là-dessus. J'ai le plaisir de vous entendre, maître. Merci beaucoup. Messieurs le rapporteur, Madame, Monsieur, c'est un grand honneur pour moi d'être ici présente, car mon combat, le combat de ma vie, c'est la lutte contre les erreurs judiciaires. Je suis dans ma 25e année d'exercice. Il n'y a pas une seule journée où je me plains de ces nombreuses erreurs dont nous souffrons, dont notre système souffre. Donc c'est excellent, c'est formidable que votre commission se soit réunie et que deux tendances différentes se soient alliées, parce que l'erreur judiciaire n'a pas de couleur politique. La loi du 23 juin 1989 fut certes une excellente initiative, mais malheureusement, la loi a été totalement déviée dans son interprétation.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle d'éléments nouveaux, faits nouveaux et de doute. Mais le doute, il y a une seule définition. Le doute est universel. Eh bien non. J'ai combattu à la commission de révision, par exemple dans le dossier Maillan, pendant 10 ans, plus de 10 ans, depuis 1998. À chaque fois, j'évoquais des éléments nouveaux. Je sensibilisais la commission sur le doute. Mais à chaque fois, ça n'a été jamais suffisant. Dans l'affaire Omar Haddad, c'est pareil. Dans d'autres affaires, c'est pareil. C'est toujours pareil, le même discours. Ce n'est pas le doute que vous devez rapporter, mais la certitude de l'innocence. Comment voulez-vous rapporter la preuve de la certitude de l'innocence en dehors des traces ADN, des preuves scientifiques? Compliqué. Alors, ma première suggestion, ce serait, en ce qui concerne le doute, je pense que vous avez dû l'entendre précédemment, c'est de modifier, de rajouter, de préciser, de qualifier le doute. Le doute, c'est un doute simple. Présomption d'innocence, si je puis dire, même si on a affaire à une personne condamnée, mais malgré tout, c'est l'esprit qu'il doit y avoir. On considère que le doute est un simple doute. On le précise. Parallèlement, il faut toujours avoir à l'esprit et garder à l'esprit, comme le disait Voltaire, qu'il vaut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison. C'est ma conviction profonde. Donc, simple doute impliquerait immédiatement pour la commission et la Cour un renvoi, enfin une annulation de la décision et ensuite un nouveau procès devant la Cour d'assises. Deuxième problème, le fait nouveau est l'élément inconnu de la juridiction. Alors là encore, une fois de plus, mon cas Maillan, l'affaire Maillan est un cas d'école. Qu'est-ce que le fait nouveau? J'ai apporté un fait nouveau en 2011. On a statué en 2013. J'ai obtenu effectivement le renvoi en cours de révision. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un meurtre de la personne que mon client dénonçait depuis des années. Cette fameuse personne, M. Yann Bello, finalement, a assassiné son épouse. Fait nouveau. Quel élément? Le fameux élément inconnu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, autre cas d'école, élément inconnu, c'est par exemple un rapport d'expertise judiciaire qui était présent dans le cadre des débats devant la cour d'assises, mais pas une seule personne, avocat, magistrat, juge d'instruction, n'a pensé à poser la question à l'expert sur la date de la mort. Eh bien, si, c'est déjà arrivé dans l'affaire Maillan. Dans le cadre d'une demande en révision, j'ai obtenu, effectivement, en 2006, une attestation de M. Mangin, que vous devez certainement connaître, M. Mangin, expert médecin légiste, qui avait déjà à l'époque, bien sûr, dressé son rapport, qui avait constaté, la mort lors de l'assassinat, et qui m'a dit, vous savez, si j'avais su, et il l'a écrit, si j'avais su une seule fois que la datation de la mort était importante, bien évidemment, j'aurais réfuté avec force la méthode de l'analyse de l'humeur vitrée par le potassium. Parce que c'est une analyse désuète aujourd'hui, mais en plus qui n'est pas fiable. Et je me serais reporté à mon examen médico-légal et j'aurais dit que la mort ne datait pas de la nuit de samedi 10 au 11 août, mais de la nuit de dimanche au lundi matin. Or, mon client n'avait pas d'alibi dans la nuit de samedi à dimanche et il avait un alibi dans la nuit de dimanche à lundi. Mais voilà ce que c'est que l'élément, si je puis dire, nouveau, inconnu de la juridiction. Eh bien, deuxième suggestion que je vous formule, ce serait qu'on précise justement cela en disant fait nouveau et élément inconnu ou non débattu devant la Cour. Non débattu. Parce qu'il est vrai qu'on parle toujours de l'élément inconnu, mais c'est quoi l'élément inconnu? Eh bien, c'est un élément qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, il faut le préciser. On dit non débattu par la juridiction. Cela m'amène à parler d'un autre point extrêmement important. Cela concerne les enregistrements en cour d'assises. Vous le savez, c'est l'article 308 du Code de procédure pénale qui le dit, que
le président a la possibilité d'enregistrer les débats en cour d'assises. Mais en pratique, moi qui plaide très souvent en cour d'assises, je m'aperçois que les débats ne sont pas enregistrés. Donc cela pose un vrai problème, là encore, parce que quand vous avez des gens qui tiennent certains propos, des témoins par exemple, on ne peut plus après se référer à quoi que ce soit, puisqu'on sait très bien que les débats sont oraux. Si on avait des débats enregistrés, il est évident qu'à ce moment-là, on pourrait même s'en servir, même si aujourd'hui on n'est pas là pour ça, dans le cadre des procès d'assises en cours d'appel. Bien sûr, on appelle. Les procès d'assises, on appelle. Si on avait les débats enregistrés, on pourrait éviter que des témoins changent de version entre deux, parce que ça arrive. Ils sont coincés par l'avocat de la défense, et puis on arrive en appel. Entre-temps, il prépare son petit discours, et puis ça peut changer la donne. Donc très important aussi, cet enregistrement doit être rendu. Autre suggestion, donc troisième suggestion, obligatoire. Pour moi, on doit enregistrer les débats. On doit absolument savoir ce qui s'est dit, ce qui a été dit en cour d'assises. Maintenant, on continue, toujours dans mon raisonnement, la motivation des arrêts de cour d'assises. On sait que maintenant, la loi applicable maintenant en 2012 permet, heureusement, c'est une bonne chose, oblige les magistrats à motiver les arrêts de cour d'assises. Très bien, sauf que on s'aperçoit, j'y ai plaidé il y a peu de temps et j'ai obtenu un arrêt et je me suis aperçu que finalement ils ne sont pas très bien motivés. C'est vraiment un minima, c'est très réducteur. Donc ce que je suggérerais, c'est qu'on laisse au président de cour d'assises plus de temps, parce qu'il n'a que 3 jours pour rédiger son arrêt de cour d'assises. On sait très bien qu'il y a des procès qui durent plus d'1 mois. Par exemple, j'ai été l'avocat des enfants et petits-enfants de Chapour Bakhtiar, Premier ministre iranien, en 1994. Le procès a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc un président, dans le cadre du procès Bakhtiar, c'est comme l'État d'Iran qui a été condamné par contumace, le président n'aurait pas eu la possibilité de rédiger son arrêt en 3 jours. Donc là encore, il faut à tout prix que le président puisse avoir plus de temps pour rédiger son arrêt et voire même qu'il soit aidé, pourquoi pas, pour cette rédaction. Grâce à l'enregistrement du procès de cour d'assises, en plus, ça pourrait aider dans sa rédaction le président. J'en viens maintenant à un autre problème qui, je suppose, vous inquiète aussi, c'est le problème des scellés. Alors les scellés, c'est pareil. C'est terrible. Je reviens à mon affaire Maillan, qui décidément est un cas d'école. La victime, Valérie Bechtel, a été assassinée en 1991 à l'aide d'un torchon, donc son cou a été enserré par un torchon, et donc elle est décédée des suites de l'étranglement. La deuxième jeune femme du même âge, décédée en 2011, a été également étranglée à l'aide d'un torchon avec le même mode opératoire. J'avais demandé, dès ma première demande en révision pour M. Maillan en 1999, à M. le procureur de la République, la conservation du scellé, à savoir le torchon. En 1999, on commençait déjà, effectivement, à être assez aguerri en matière d'expertise scientifique, mais pas encore comme aujourd'hui, mais on l'était déjà. Donc j'avais demandé la conservation du scellé. À corps et à cri, j'étais persuadée que ce scellé avait été conservé. Et puis, malheureusement, la commission de révision a effectué cette demande auprès du parquet et on lui a répondu que le greffier en chef l'avait détruit. Donc, là encore, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, si on avait eu ce fameux torchon qui a enserré le cou de la victime, Madame Valérie Bechtel, on saurait tout de suite qui est le criminel. Il n'y aurait pas besoin d'attendre un second meurtre pour se poser la question. Donc c'est un vrai problème. Tout ça pour vous dire, c'est un exemple, mais c'est un exemple important. Tout ça pour vous dire qu'il est essentiel, à mon sens, bien sûr, qu'on modifie l'article 41.4 du Code de procédure pénale et qu'on précise qu'au bout de 5 ans, le procureur général doit notifier au condamné son intention de détruire les scellés. En cas de refus, le scellé serait conservé pour une nouvelle période de 5 ans, renouvelable chaque fois que le condamné le demande.
Pourquoi je précise ce délai renouvelable de 5 ans, tous les 5 ans finalement? Parce que je sais qu'il y a des contraintes financières. C'est à chaque fois la réponse qui m'est donnée. Eh bien, puisqu'il y a des contraintes financières, on écrit au condamné, il précise sa réponse, et s'il veut qu'on conserve les scellés, on les conserve. Mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est dramatique. Avec les progrès scientifiques actuels, on doit pouvoir conserver les scellés. On ne peut pas subir les problèmes qui ont été subis par M. Maillan. Et d'ailleurs, dans l'affaire Omar Haddad, aujourd'hui, la seule chance pour M. Omar Haddad de voir son innocence reconnue, c'est que les empreintes qui se trouvent sur les portes et le chevron, actuellement toujours sous scellé, fassent l'objet d'un nouveau prélèvement pour qu'on puisse effectivement comparer les empreintes génétiques avec le FNAG, le fichier national des empreintes génétiques. Si jamais ces portes, ces scellés devaient être détruits, ce serait dramatique, puisque cela voudrait dire que M. Omar Haddad n'a plus aucune chance, quelle qu'elle soit. Et là, justement, j'en viens aux expertises génétiques. Là aussi, j'ai une requête que j'ai à faire auprès de vous. Cela concerne le fait qu'aux États-Unis, on peut facilement un avocat de la défense, parce que je trouve que les avocats de la défense ont des droits, mais pas suffisamment à mon sens. Aux États-Unis, on peut très bien demander une expertise génétique, si on veut. On peut demander des expertises ADN, des expertises scientifiques. On peut le faire sans avoir besoin d'une procédure de révision. Aujourd'hui, pour demander une expertise génétique, il faut une révision. Dans le cas de Omar Haddad, j'ai saisi en 2008 le garde des Sceaux. Je lui ai demandé de procéder à ce prélèvement des analyses ADN mélangées au sang de la victime, puisqu'on s'est aperçu en révision qu'il y avait au moins un ADN d'origine masculine mélangé au sang de la victime qui n'était pas celui de Omar Haddad. Contre toute attente, la commission de révision donc, a fait la comparaison avec le sang de M. Omar Haddad, mais n'est pas allée jusqu'au bout du raisonnement et n'a pas comparé donc, ces ADN retrouvés, qui n'étaient pas celui d'Omar Haddad, avec le fichier national des empreintes génétiques. Alors que mon confrère Jacques Vergès, dans son mémoire, avait bien précisé qu'il soupçonnait certaines personnes d'être effectivement, véritables coupables. Et ces personnes avaient leurs empreintes déjà inscrites au FNAG. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire qu'en raisonnant par rapport à l'affaire Grégory, vous avez le procureur général, M. Benet, qui a pu, de son plein gré, comparer les ADN. Il a effectivement ouvert une information concernant ce problème. Parce qu'il est procureur général, il a pu le faire. Mais un avocat qui veut le faire, il ne peut pas. Il faut qu'il est soumis à l'appréciation du procureur général. Il faut que le procureur général ou le garde des Sceaux accepte de le faire. Parce que le garde des Sceaux peut le demander au procureur général. Donc, on est vraiment assez impuissants, nous les avocats, et le mieux, effectivement, consisterait à ce qu'on puisse obligatoirement saisir en amont et avant de saisir la commission de révision, monsieur le procureur général, pour lui demander une expertise scientifique. Pourquoi je pense à ça? Je pense à Omar Haddad, parce que là, je me bats. Donc, en 2008, je reviens au raisonnement du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, en 2008, m'a donné raison, a dit d'accord, on va faire, effectivement, on va recontacter le laboratoire scientifique pour recomparer les ADN. Mais le problème, c'est que quelques mois plus tard, on m'a répondu que l'expertise a été faite, mais qu'il n'y avait pas assez de matière. Et que cette matière pouvait être prélevée sur les portes et le chevron, mais là, séparation des pouvoirs, ce n'est plus leur rôle. Je recontacte le garde des Sceaux actuel, j'écris et je demande à nouveau, parce que je suis quelqu'un de très têtu, donc j'insiste et je dis voilà, je veux absolument qu'on puisse prélever, je veux savoir la vérité au nom des droits de l'homme, au nom, j'estime que c'est contraire à l'ordre public qu'on ne puisse pas savoir à qui appartiennent ces ADN retrouvés mélangés au sang de la victime, Madame Marchal. Et là encore, on m'a répondu la même chose, séparation des pouvoirs, je transmets votre demande à Monsieur le procureur général. J'attends encore aujourd'hui la réponse de Monsieur le procureur général de grâce. J'espère, bien sûr, qu'il sera attentif à ma demande. Mais, si vous pouviez ajouter dans la loi cette possibilité donnée à l'avocat, il n'y aurait pas besoin de se battre comme je le fais aujourd'hui.
Parce que mon problème, c'est le même que les autres avocats de la défense. On a eu le cas dans l'affaire récemment Azimani et El Jabri, et on a pu savoir effectivement qu'ils étaient innocents grâce à ces expertises, mais ils n'ont obtenu ces expertises qu'au bout d'un combat considérable en apportant d'autres éléments nouveaux. Ce n'est pas l'expertise qui leur ont permis, effectivement, qui a permis à ces hommes d'être acquittés, tout au moins d'être révisés, mais c'est parce qu'ils avaient fait X demandes pour prouver leur innocence devant la commission de révision que la commission de révision et la cour de révision ont finalement accepté de faire cette expertise. Donc finalement, c'est très compliqué pour une personne innocente de se battre, surtout si une personne n'a pas bénéficié de la loi du 15 juin 2000 qui a permis effectivement l'appel devant les cours d'assises. C'est le cas de M. Omar Haddad et de M. Maillan. Alors, on sait que la commission de révision a ce pouvoir d'instruction important et qu'elle fait un travail remarquable. J'ai pu constater dans l'affaire Maillan l'excellent travail accompli par Mme Raden. Non seulement elle a réexaminé tous les mémoires que j'avais établis depuis 1999, mais surtout, la commission de révision s'est attachée à examiner chacun des éléments et même l'emploi du temps de chacune des personnes présentes dans le dossier. Et grâce à cet emploi du temps reconstitué, grâce à toutes ces analyses faites par le juge d'instruction, enfin par le magistrat instructeur, le magistrat Mme Raden de la commission de révision, eh bien, on arrivait à un développement tel que M. Maillan n'a pas pu, quand on lit effectivement l'arrêt de la commission de révision qui renvoie devant la cour de révision, on peut lire que M. Maillan n'y est pour rien quand on lit véritablement la motivation et quand on voit le rapport qui a été effectué. Dans ces conditions, on se dit, mais je me retrouve maintenant avec un arrêt qui me renvoie devant la cour de révision, mais je vais à nouveau avoir un deuxième passage. Deuxième passage, on a l'impression d'avoir une deuxième sanction, si je puis dire, parce que pour l'avocat, c'est quand même pénible. Donc à nouveau, je vais me retrouver devant une cour de révision qui ne connaît pas le dossier, qui va le réétudier de A à Z, mais qui ne connaîtra pas aussi bien que la commission de révision qu'il a étudié pendant des mois. La cour de révision, finalement, n'a plus rien à faire. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Y aura-t-il d'autres mesures d'instruction? Je ne vois pas trop. Tout a été fait. Tout a été fait. Et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion suivante. Pourquoi on ne pourrait pas fusionner ces deux instances? Je crois que vous l'aviez suggéré, monsieur le rapporteur, et c'est une excellente idée, parce qu'on pourrait envisager qu'il y ait donc une commission d'instruction, l'instruction faite telle que la commission de révision l'a fait et le fait, mais cette même commission de révision doit toujours être partie prenante, parce qu'ils connaissent par cœur le dossier, ils le connaissent bien. Donc, à ce moment-là, la commission d'instruction dresse un rapport, et ensuite le transmet donc à la cour de révision, mais cette commission, une fois de plus, serait partie prenante dans la décision à prendre. On l'a déploré dans l'affaire Seznec, on l'a déploré dans l'affaire Omar Haddad. À chaque fois, il y a le passage commission-révision, cour de révision, et arrivé à la cour de révision, on vous dit « Ah ben non, il n'y a pas de doute ». Cela étant, à partir du moment où on requalifie le doute et qu'on considère que le doute est simple, je ne vois pas en quoi il serait utile de passer par deux commissions, puisque le doute est simple. On ne va pas se reposer la question 20 fois sur le doute. Il y a doute, il y a doute. Si la commission de révision constate qu'il y a doute et estime devoir renvoyer le dossier à la cour de révision, pourquoi, à nouveau, la cour de révision devrait-elle réfléchir sur le doute? Donc, il y aurait effectivement cette fameuse cour ou commission, peu importe, une seule entité, peu importe le nom que cette entité pourrait avoir comme nom, parce qu'à la limite, vous pourrez très bien inventer un nouveau nom à cette commission ou cette cour. Et la composition de cette cour de révision, ou commission de révision, cette entité, serait différente. Moi, je verrais bien, alors bien sûr, magistrat à la Cour de cassation, c'est important. Parce qu'on est quand même là pour dire le droit. On ne doit pas, le principe de l'autorité de la fois jugée, c'est important.
on n'est pas là aussi pour considérer que tout doit être revu à tout prix, etc. Il faut quand même des règles. Donc c'est important qu'il y ait des magistrats de la Cour de cassation, mais également des magistrats de la Cour d'appel qui soient habitués aux faits, à traiter le fait, et également des magistrats du tribunal correctionnel. Mais aussi des avocats. Des avocats, je verrais des avocats pénalistes honoraires. Alors honoraires parce qu'un avocat est amené effectivement à traiter de dossiers devant la commission ou la cour, évidemment. Donc c'est pas possible un avocat en exercice. En revanche, les avocats pénalistes honoraires pourraient avoir un rôle important, puisque jouer un rôle important en ce sens qu'ils ont l'expérience des dossiers aussi, et peuvent apporter aussi, je pense, un élément très favorable par leur expérience pour prendre des décisions aussi graves qu'une révision. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que ce projet, avec une seule structure, permettrait véritablement une clarté aux yeux du justiciable dans les décisions qui sont prises, et surtout permettrait que les décisions soient plus justes, plus honorables, parce qu'il est terrible pour une personne de se voir réviser dans un premier temps et ensuite voir annuler la décision dans un second temps par la Cour de révision. Ça, c'est très pénible et je dirais c'est surtout fastidieux et ça ne sert à rien. C'est un double emploi qui ne sert à rien. Eh bien, maître, nous vous remercier, fougue, sur des éléments que vous connaissez parfaitement. J'ai noté en particulier, chose de nouveau qui nous a été soumis par vous, c'est que éléments inconnus ou non débattus par la juridiction. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Est-ce que vous avez la possibilité de me développer ça, non débattu par la juridiction? Par exemple, est-ce qu'un rapport d'expertise qui serait au sein d'un dossier d'instruction, mais dont on n'aurait pas parlé lors de l'audience de la cour d'assises, serait pour vous un élément non débattu par la juridiction? Exactement. Pour moi, un élément non débattu, c'est un élément qui a existé, mais qui n'a pas du tout été débattu. Malheureusement, ça arrive. La justice est humaine, on peut passer à côté, parfois, dans le cadre d'une instruction. Tout le corps, que ce soit le corps juridique, que ce soit les avocats, les juges, la cour d'assises, on peut parfois passer à côté d'éléments essentiels. Et avec le recul et après une condamnation, on peut découvrir qu'un élément n'a pas été vu. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc on doit pouvoir, effectivement, si cet élément n'a pas été débattu, il était donc inconnu, donc on doit pouvoir l'intégrer dans une révision. Autre question sur les enregistrements sonores. L'article 308 du Code de procédure pénale, normalement, dit qu'il doit y avoir l'enregistrement. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre carrière professionnelle, de déposer des conclusions pour qu'il y ait un enregistrement sonore et que ces conclusions soient rejetées? Alors, ça ne m'est pas encore arrivé parce que, vous savez, l'avocat est dans un contexte en cour d'assises un peu particulier. C'est qu'en fait, moins on fait d'incidents, mieux on se porte. Et les nombres d'acquittements que j'ai obtenus en sont la preuve, en toute discrétion. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il ne sert à rien de braquer un président de cour d'assises dès le début de l'audience. Ça, c'est l'expérience qui parle. Et je dirais que la politique de rupture n'est possible que quand vous sentez vraiment un président contre vous. Mais quand vous sentez que vous avez un président qui est impartial, qui fait son travail vraiment avec conscience professionnelle, il est parfois pas forcément utile de pousser à l'enregistrement. Cela étant, plus j'avance dans mon métier et plus je me dis qu'effectivement, cet enregistrement m'apparaît extrêmement essentiel et je pense qu'à l'avenir, oui, je le ferai, oui, je le demanderai si la loi effectivement n'est pas épanouie à ce niveau-là, n'est pas faite à ce niveau-là, parce que ça me semble essentiel. Mais pour moi, ça évite des polémiques, ça évite aussi des incidents et des polémiques. Ça, c'est très important, donc que ce soit inscrit dans la loi. Vous comprenez bien qu'il y a des questions de coût et qu'il nous est proposé par beaucoup de personnes que cet enregistrement puisse être obligatoire à la demande d'une des parties.
Voilà, c'est ça qui nous, donc par conclusion, pas déposé par un avocat. Voilà, c'est un peu cela qui nous est proposé et non pas l'enregistrement dans toutes les affaires si l'une des parties ne le demande pas. Je vous dis ça parce que c'est question de moyens, bien évidemment, qui nous seront opposés à ce niveau-là. Est-ce que, autre question, est-ce que il vous a été amené à débattre devant la commission de réexamen après des décisions de condamnation de la France par la Cour de justice européenne? Alors non, mais je me suis beaucoup intéressée effectivement à ces procédures de réexamen et j'en ai beaucoup parlé avec des magistrats. Et beaucoup m'ont indiqué qu'ils estimaient que le délai pour le réexamen, qui est plus de 1 an, est trop court. Et certains magistrats m'ont indiqué, et même des amis des confrères pénalistes, m'ont indiqué qu'ils suggéraient un délai qui serait de 2 ans. De 2 ans pour permettre effectivement... on sait très bien, on dit qu'un an, on constate qu'un an c'est court, mais non, le temps passe très très vite et même au niveau de la procédure, au niveau procédural, au niveau des encombrements, il apparaît beaucoup plus, je dirais, dans un souci de bonne justice, que le délai soit de 2 ans. Je vais vous faire l'observation suivante. Nous avons entendu le président qui nous a dit que, en réalité, c'était dans les jours immédiats après une condamnation que la Cour européenne était saisie. Dans les jours. Parce que c'était la question que je lui posais. Moi, ce délai d'1 an, effectivement, de manière abstraite, me semblait un peu court. Il m'a dit, détrompez-vous complètement, reprenez, il m'a dit, toutes les affaires. Et regardez à quel moment la juridiction a été saisie. Je vous indique ça, c'est... Oui, mais à ce moment-là, tant mieux. Si Monsieur le Président vous a donné ces statistiques, eh bien, écoutez, tant mieux, j'en suis la première ravie. Moi, je ne fais que vous reporter effectivement les observations de mes confrères et de certains magistrats. Et voilà, c'est l'observation qui m'a été donnée. Pour l'importance de votre réflexion d'aujourd'hui, de toutes les propositions. Vous avez balayé vraiment tout, les compositions. La loi de 89, la question du doute, l'élément non débattu, qui est une nouveauté aussi pour nous, les enregistrements, la motivation des arrêts, les scellés, les expertises. Vraiment, vous avez fait l'ensemble des questions que se pose notre mission. Je voudrais simplement vous faire remarquer, en ce qui concerne la proposition que vous faites de la fusion des 2 instances, la commission et cour, on nous a beaucoup objecté, et juste avant vous, le premier président de la Cour de cassation, ce serait contraire au canon, je dirais, de la Cour européenne des droits de l'homme sur la séparation entre les fonctions d'instruction et de jugement. Vous voyez ? Alors là j'ai une réponse claire par rapport à mon expérience professionnelle. Une fois de plus, je ne peux que voir mon expérience professionnelle par rapport au dossier que je traite. Il faut que la Cour connaisse le dossier. La commission de révision, donc celui qui instruit le dossier, connaît par cœur le dossier. Un dossier, c'est pas 5 pages. Un dossier, ça comporte plusieurs volumes. Un dossier, ça a des subtilités. Donc, comment donner à une autre juridiction le pouvoir de juger s'il y a doute ou pas au sens de la loi, alors qu'elle ne peut connaître que superficiellement le dossier? Ne me dites pas qu'un dossier numérisé, on le connaît par cœur. C'est pas possible. Il faudrait avoir la copie papier. Les copies papier, ils l'ont pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça paraît très pratique. Excusez-moi, je vous donne des détails très pratiques, mais c'est du pratique. On est dans le concret. Dans le concret, moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas travailler uniquement sur un dossier numérisé. Il me faut du papier. Il faut que je regarde code par code, que j'analyse chaque PV. On ne peut pas, un magistrat qui doit se prononcer sur le doute dans des dossiers importants, doit être en possession du dossier. Bon, en cours de révision, c'est pratiquement, même, je dirais même, puisqu'on parle de finances, matériellement, impossible. Donc c'est un vrai problème. Donc tant qu'on aura ce problème matériel, parce qu'on sait très bien que le ministère de la Justice est un des ministères les plus pauvres et qu'il n'y a pas beaucoup de budget, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, il est vrai qu'il faudra effectivement penser cette configuration. La Cour européenne des droits de l'homme, je pense, n'accepterait pas que les magistrats puissent statuer sans connaître le dossier. Et pourtant, je ne pose aucun jugement de valeur. Je dis simplement que c'est matériellement pour eux difficile.
difficile de connaître aussi bien le dossier que s'il l'avait de façon concrète, sous forme de papier. Voilà, donc c'est tout à fait matériel ce que je dis, mais important. Et c'est pour ça que je disais que le fait qu'une seule entité puisse juger alors qu'ils connaissent le dossier par cœur, ça me semble beaucoup plus sain. Parce que quand on est de l'extérieur, on ne connaît pas suffisamment. Je peux vous donner simplement une indication, puisque c'est public désormais. Dans 2 des grandes affaires dont nous avons à traiter, ce sont des références. J'ai demandé combien de magistrats avaient demandé une copie du dossier. On m'a dit le dossier était à disposition. Moi, je me suis fait procurer, dans l'affaire Seznec, l'ensemble des pièces du dossier. Dernier point, j'étais sensible à la proposition que vous faisiez concernant la saisine du procureur général pour ordonner un acte en amont de la lourde procédure de la commission, alors que le procureur général, lui, peut d'office finalement le faire par ouverture du dossier. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait encore plus conforme à la procédure, je dirais, et respectueux des droits de défense, qu'on puisse imaginer que ce recours, ou que cette requête plutôt, en amont de la procédure d'infraction, puisse être adressée au juge du siège, par exemple à la chambre d'instruction, plutôt qu'au parquet général, laquelle chambre d'instruction, qui est compétente en matière criminelle, pourrait décider de demander au procureur de faire tel ou tel acte. Parce que là, vous attendez toujours, m'avez-vous dit. Oui. Vous pourriez attendre longtemps encore, puisque le procureur général n'est pas obligé de vous répondre. Il n'est pas obligé. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Alors, 2 choses l'une, ou on institue quelque chose de pérenne, qui garantisse des droits, et à ce moment-là, on s'adresse au juge du siège, hein, ou alors on en reste en l'état. Oui. Je trouve que votre idée est excellente. Ah ouais, je vous la soumets. mais je la trouve absolument excellente. Parce que, regardez, dans le cadre d'une instruction criminelle, par exemple, on a maintenant, grâce à la loi, on peut faire des demandes d'actes. Si le juge d'instruction refuse votre demande d'acte, vous pouvez saisir la chambre de l'instruction. Pourquoi, dans ce domaine, dans le domaine justement post-condamnation, on ne pourrait pas avoir les mêmes moyens? Et c'est vrai que votre suggestion de la chambre d'instruction, c'est excellent aussi, bien sûr. Moi, je suis ouverte à tout moyen qui nous permettrait, en amont, d'obtenir cette comparaison, notamment pour les ADN, parce qu'on sait très bien, c'est des analyses scientifiques, c'est le nœud du problème souvent dans les dossiers, c'est le problème, et c'est pourtant la meilleure preuve pour apporter la vérité dans un dossier, la preuve de l'innocence d'un client. Voilà. Écoutez, merci, cher maître. Merci. Merci. Oui, je vais le faire. D'accord. Bien sûr. Tout à fait. Comptez sur moi. Merci.